Parents pas parfaits. Parents pas parfaits. Parents pas parfaits. Parents pas parfaits. Le podcast qui va vous permettre de trouver des pistes, des réponses à des situations que vous vivez au quotidien avec vos enfants. Les pères sont aussi des parents en devenir et cela les papas poules en ont bien conscience. Des jeunes papas qui veulent changer les lignes mais qui ont aussi plein de questionnements. On va en discuter avec eux aujourd'hui dans cet épisode spécial, un cercle de papas, toujours accompagné d'Élodie et Mo et nos invités. C'est un épisode exceptionnel, Élodie, on reçoit plein de gens, Vincent, Jérémy et Florian. Bonjour les gars. Bonjour, salut. Ils ont un petit podcast qui démarre. Non, je plaisante, vous avez un super podcast en plus qui est super cool, qui est vachement écouté. Comment s'appelle-t-il ? Ils sont polis en plus. Papa Poule. Papa Poule, qui est dispo sur toutes les plateformes, comme d'habitude. C'est ça. Vous parlez de quoi dans ce podcast Papa Poule ? Eh bien, depuis 3 ans à peu près, on parle de sujets liés à la paternité. Avec notre côté décalé, on va dire, on est 3 papas, des amis d'enfance. Au départ, c'était en mode discussion entre nous, puis on a commencé à intégrer des invités, dont cette chère Élodie ici présente. Ah, c'est ça. Des invités pour que nous, on garde un peu notre côté décalé, humoristique, on va dire, humoristico-parental. Et de l'autre côté, apporter de l'info aux parents avec des pros de santé sur le sommeil, sur on a fait quoi, les dentistes, on a fait qu'est-ce qu'on a fait aussi, des psychologues pour enfants, enfin on a fait plein de choses et tout ça c'est dans le but de donner de l'info aux parents. Et vous avez déjà été invité dans un podcast ? C'est la première fois ? Toi, Flo, ouais. Mais jamais les 3 en même temps en fait. C'est la première fois, ouais. Ouais, j'ai déjà été invité, ouais. Les 3, ouais, non. Bah, c'est une première alors. Pas les 3 en même temps, c'est vrai. Bienvenue dans Parents pas parfaits. Avec Élodie, Merci qu'on n'entend pas. Alors on est entre hommes, du coup on papote, on va sortir des bières dans pas longtemps. Mais Élodie est là aussi. Tu veux une bière ? Salut à tous. Bah écoute, pourquoi pas. Non, Élodie va chercher les bières, fort. Ok, ça va démarrer très j'ai rien fort. Non, mais il y a pas de problème. Non. Tu me couperas ça évidemment au montage. C'est au frigo. Ah non. On essaye de pas trop couper. C'est masculiniste là. Ouais, ça va virer mais bon, je vais essayer de faire contrepoids. Seul contre 4. Du coup, ce qui Mais risque tu d'être un peu sais compliqué. tu sais que ça ne me fait pas peur. Oh ça je sais bien. Alors pour cet épisode, on va faire un espèce de cercle de papa, un espèce de truc où on va parler de paternité entre hommes du coup. Élodie, tu pourras intervenir si tu as envie évidemment. Tu peux parler, tu vois. Je lèverai la main avant et tu me donneras l'autorisation. On va évidemment. parler barbecue et on va parler bière et foot. J'adore le foot. J'adore le foot. J'adore les bières. J'adore Qui est le premier du barbecue. championnat, Élodie ? Paris Saint-Germain. Voilà. Alors, pour... Moi, je saurais même pas dire si c'est vrai ou faux. Donc. Non, mais j'en sais rien non plus, moi, le foot, je suis pas. Je sais qu'il va être mon allié. Vincent va être mon allié, je le sens. Il aime pas le foot. T'aimes pas le foot, en fait, Vincent ? Tu suis pas ? Moi non plus. C'est un mec bien. C'est un mec bien. Les mecs qui suivent pas le foot sont des mecs bien, c'est ça que tu dis ? Je plaisante, ça va. Oh. Non, on va commencer par Vincent. Est-ce que tu peux te présenter, dire quel âge ont tes enfants, et puis un peu nous expliquer un petit peu, t'es devenu papa donc 2 fois de suite. Et 2 accidents. et nous dire oh là là. Satané capote. Ouais. C'est plus aussi fiable qu'avant, vraiment. C'était mieux avant. Et nous dire du coup qu'est-ce que ça a changé chez toi, qu'est-ce que c'est venu chambouler peut-être ou pas, et à part la CAF. tous les questionnements. C'est vrai. Là tu t'en donnes à cœur joie. Voilà. Romain il est dans une voilà. Ouais, ça va changer un peu là. Ouais. D'habitude. D'habitude voilà. Et voilà, nous dire ce que tu as envie de nous dire de toi. Voilà, tu es un papa, mais tu es aussi un papa particulier et individuel, et tes questionnements sont pas forcément ceux des autres papas. Donc, les questions des autres, ouais. Voilà. Effectivement. Du coup, bonjour, moi c'est Vincent, donc j'ai 35 ans. Bonjour Vincent. Bonjour Vincent, bienvenue dans cette réunion d'alcooliques anonymes. Merci. Donc j'ai un fils de 6 ans et une fille de 3 ans maintenant. Qu'est-ce que je peux dire ? Du coup, quand je suis devenu parent, effectivement, ça fait forcément un gros chamboulement. Au début, je sais pas si on avait énormément de questions parce que forcément on lit plein de livres, on s'était pas mal renseigné, tout ça. Après, s'il y a quelque chose qui est vraiment venu nous marquer, qui nous a quand même pas mal inquiété et dont on aurait aimé avoir plus de réponses au début, en fait, et là où on était vraiment pas prêts. En fait, c'est le rapport avec la nourriture qu'avaient nos enfants. Parce D'accord. que nous, ça a été vraiment très compliqué de ce côté-là.
Avec les 2 enfants, du coup. Ouais, avec les 2 enfants. Donc ça avait commencé déjà avec notre fils qui n'était pas un gros buveur de lait. On va dire si on arrivait à lui donner des biberons de 90 millilitres, c'était vraiment le bout du monde, quoi. Jusqu'à quel âge alors, du coup? Parce que là, tu parles de nourrisson ou... Oui, en fait, lui, il a pris du lait que sur la première année. Au bout d'1 an, on a viré complètement le lait. D'accord. Parce que vraiment, il n'en voulait pas. Ok. Donc, et même, en fait, dès qu'on essayait de lui donner un biberon, quoi, on voyait qu'il n'était pas serein. Personne, à part nous, déjà, pouvait le nourrir. Hein. D'accord. Ça peut être le moment sympa qu'on dit aux grands-parents, quoi, allez, venez donner le biberon, tout ça. Là, nous, c'était pas du tout possible, quoi. Okay. Donc, c'est quelque chose, qui était vraiment frustrant parce que quand on voit un peu les parents autour de nous, c'est vraiment... en général, le repas, c'est un moment de plaisir, quoi, qu'ils partagent. Ouais, et donc, puis t'as raison, ça reste même à l'âge adulte, on dit on va se faire une bonne bouffe. Tu vois, en effet. Mais là, le truc, c'est qu'il buvait le biberon, il en voulait pas du tout, en fait. C'était pas, il en buvait, il recrachait, il vomissait ou... Non, lui, il avait... Alors, il avait des coliques et en fait on pense que il avait eu des reflux internes, mais ça on s'en est pas rendu compte parce que sa sœur effectivement a eu ça. D'accord. Et là c'était vraiment ça a été diagnostiqué. Oui, ça avait été diagnostiqué. On a mis quand même 7 mois à le diagnostiquer, donc c'était assez long. Et pareil, elle le rejetait la tête en arrière, que des choses comme ça. Et vraiment, il y avait des signes, des symptômes. Il y avait vraiment des signes et on n'arrivait pas non plus à lui donner trop de lait. Alors elle était allaitée comme son frère, mais elle prenait vraiment très peu. On avait essayé comment ça s'appelle, le DAL là, le système. Pour aider avec le petit tuyau à côté du sein. Pour aider. Avec le petit réservoir, mais même ça fonctionnait pas. Donc elle aussi, on a viré le lait. Elle, vraiment à partir du moment où on a fait la diversification. Et là, c'est allé vraiment mieux, quoi. Donc vous avez remplacé par d'autres produits laitiers? Oui, voilà, des yaourts, des choses comme ça. Même si aujourd'hui, elle est pas super fan de yaourt, notre fils, ça va, lui, sur les produits laitiers, ça va mieux. Est-ce que les produits laitiers sont nos amis pour la vie? Ça, c'était un slogan de pub. Je me souviens pas. Qu'est-ce qui a été difficile, du coup, Vincent? Est-ce que c'est le fait qu'on n'ait pas trouvé de solution? Est-ce que tu t'es senti écouté par l'entourage, les professionnels de santé? C'est ça en fait, c'est au niveau des professionnels de santé et même de l'entourage, c'est la phrase qu'on dit des fois déjà quand on va chez le pédiatre, c'est mon enfant mange pas. Les pédiatres en général ils disent oui bon, il laisse 3 petits pois, enfin voilà, et ils se disent pas non, il mange pas du tout quoi. Donc notre fils c'était un peu ça et notre fille. Parce qu'on nous répond aussi des fois, ça va, il va pas se laisser mourir de faim. Quoi. Et notre fille, vraiment, elle a été hospitalisée à cause de ça, quoi, au bout d'un moment. Donc c'est vrai que. Et vous étiez inquiet, quoi. Oui, voilà, on était vraiment très inquiets. D'un côté, on était quand même écoutés parce que, on va dire que la pédiatre a quand même fait tout ce qu'il fallait. À partir du moment où vraiment elle a vu que elle c'était plus dans ses capacités, elle nous a transféré orienté vers l'hôpital et tout ça. Donc elle a vraiment fait. Pour votre petit garçon, pour l'aîné du coup, rapidement. Non, ça c'est pour la fille. Mais alors pour votre petit garçon, vous avez été seul vous avez une année un peu d'errance médicale. Oui, parce que du coup. C'est nous qui pensons qu'il avait eu aussi des RGO avec ce qu'on a vécu avec notre fille. L'expérience de votre fille. C'était peut-être ça en fait, et on s'en est pas rendu compte. Du coup, là, on était vraiment plus seul sur ce coup-là. Ouais. Et toi, avec le recul, quel conseil tu donnerais à des jeunes parents qui nous écouteraient? Parce que tu dis, un bébé qui a un reflux, possiblement, il y a quand même des signes. C'est un bébé, en effet, qui va pas prendre tous ses biberons. C'est un bébé qui peut mettre aussi une tête en arrière. Alors, il y a la courbe de poids, évidemment, qui est importante. Qui surveille au début, en plus. Qui est très surveillée. Alors, parfois, avec les reflux, c'est-à-dire que ça peut, mais des fois non. Tu peux avoir des reflux. D'ailleurs, il y a pas de perte de poids. Pas significative, en tout cas pas. Non, parce qu'il y a des bébés qui ont des reflux qui vont quand même boire. Ouais, donc ça c'est variable. Mais en effet, la courbe de poids c'est quelque chose qui va être regardé par le pédiatre et qui est un des signes qui fait qu'on va s'alerter s'il y a une cassure évidemment de la courbe de poids. Il peut y avoir des bébés qui vont tirer la langue, qui vont faire vraiment des grimaces, on va voir. Et puis puis il y a les reflux externes, là où c'est plus facile à diagnostiquer dans le sens. Mais quand c'est des reflux internes, à force qu'il y ait des reflux internes, en fait la paroi de l'œsophage elle s'irrite si tu veux, tu vois, et donc ça crée des œsophagites et donc c'est comme si tu avais extrêmement mal, t'as plus envie de manger. Il y a aussi ça qui se crée dans les reflux internes, c'est la douleur associée. Je sais pas si toi t'as vu tes bébés très douloureux.
Oui, surtout notre fille, hein, parce que notre fils, lui, il pleurait, mais on s'était dit, c'est les coliques du nourrisson, les choses comme ça. Donc, on s'était pas forcément dit que c'était ça, mais sur notre fille, on avait vraiment vu, effectivement, il y avait les signes comme la tête en arrière et tout ça. Et là, c'est vraiment, je crois que c'était une amie qui nous avait dit, mais c'est peut-être ça. Et c'est là où vraiment on s'est dit, on va un peu explorer ça et on va mieux en parler à notre pédiatre, quoi. Mais le pédiatre ou d'autres spécialistes, en fait, n'avaient pas remarqué ou n'avaient pas envisager que ça pouvait être ça. Faut que tu vois que ça soit quelqu'un, mais c'est pas la première fois en fait qu'on nous dit ça, où ça passe par quelqu'un qui suppose une idée, qui dit c'est peut-être ça, et du coup c'est les parents qui vont voir un spécialiste qui avance cette idée, et le spécialiste dit je vais peut-être creuser un peu. Pour la simple et bonne raison que déjà les médecins c'est des spécialistes, donc les pédiatres c'est des spécialistes du développement psychomoteur affectif médical des enfants et tout, mais d'un pédiatre à un autre, ou d'un médecin à un autre, ou d'un neurologue à un autre, enfin je veux dire ils ont tous en plus non pas un neurologue leur spécifique. Je sais pas pourquoi j'ai pris cet exemple, je savais que t'allais rebondir dessus. Ils ont leur propre sensibilité. Attends, je vais vous parenthèse, parce que rien que de dire urologue, en fait, ça me fait un truc. Alors qu'il n'y a rien, ça me fait un truc bizarre. Tu comprends que c'est vrai. Non, je trouve que j'imagine juste faut qu'on parle d'autre chose. Non, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que c'est des spécialistes, c'est des experts, mais après, c'est aussi des êtres. Enfin, il y a des choses. En fait, les parents, c'est aussi des experts parce qu'ils vivent H24 avec leur bébé et ils ont un autre regard. Et donc, des fois, quand on va chez le pédiatre, soit on n'ose pas donner tous les symptômes ou verbaliser toutes ses inquiétudes, donc soit on le dit pas. Et donc le pédiatre. C'est normal pour le premier. On se disait. C'est normal, un enfant ça pleure. Voilà. Ouais, mais ce que je vais préciser ma pensée alors. Je croyais que lorsque tu allais voir un pédiatre ou un médecin. T'as un enfant pourtant. Ben oui. Tu as un enfant, il est toujours vivant. C'est qu'en fait, il partait, si tu veux, comme dans un auto-noir, il partait d'un truc un peu large et qu'ensuite, en fonction de l'échange qu'ils avaient avec les parents ou les symptômes qu'ils voyaient sur l'enfant, oui, mais si tu vas le voir pour une problématique, si tu vas voir ton pédiatre pour un suivi médical ou un suivi vaccinal, il va pas forcément aller dans cet entonnoir directement. Donc si Vincent et sa compagne y allaient en disant oui, c'est vrai que le soir c'est pas facile, il pleure pas mal, avec des phrases un peu comme ça parce qu'ils osaient pas ou qu'ils pensaient que c'était normal certaines fois, tu vois. Sa courbe de poids était, il était en bas de la courbe, mais c'était normal, voilà. Et donc le pédiatre, il va pas forcément. Et c'est pour ça que tu peux passer à côté d'un truc. Ah bah oui, c'est pour ça que les parents aujourd'hui dans les soins, ils sont vraiment co-constructeurs des diagnostics de tout, parce qu'en fait, ils savent beaucoup de choses. Et donc, ce qu'on dit aux soignants, moi je suis chambre des soignants, la première des choses, c'est écouter les parents. L'observation, c'est hyper important d'un enfant et d'avoir des bonnes connaissances, mais l'écoute des parents, c'est une des clés fondamentales pour avoir des infos supplémentaires. Toujours est-il qu'il faut avoir le temps. L'écoute des parents, c'est valable que si tu as quand même du temps. Si tu fais des rendez-vous très rapides pour des suivis, parfois tu peux passer à côté de certaines choses si c'est des parents qui sont plus ou moins explicites. Enfin voilà, il y a plein de choses c'est multifactoriel. Et dans le cas d'un premier enfant, comme le dit Vincent, la normalité, c'est quoi en fait ? Ça veut dire quoi C'est quoi être normal dans cette société là patriarcale c'est quoi ? Pourquoi tu ramènes tout ça ? Non, mais voilà, il y a une sorte de. Qu'est-ce que la normalité, Elodie ? Voilà, qu'est-ce que la normalité ? T'es en train de te foutre de moi ? Ah non, mais attends, vraie question. On va régler ça après. Florian, qu'est-ce que la normalité ? Pourquoi Florian ? Parce que parce qu'il est bien en face de moi et qu'il faut que je me décharge parce que je vais me faire défoncer. Non, mais bon, Florian, il dira. Florian, on lui a pas demandé son avis pour le moment. Voilà. Il parlera quand je lui dirai. Oui, mais je mettrai des petits coups de fouet derrière. Okay. Non, je plaisante. Mais Vincent, voilà pour. Et donc, est-ce que toi, en tant que papa un peu plus expérimenté, est-ce que tu aurais des conseils ? Est-ce que de ton expérience de jeune papa qui a vécu quand même ça avec ta fille et puis potentiellement point d'interrogation avec ton fils, tu te dis si c'était à refaire, je referais les choses différemment ? Je dirais que... Alors nous, ça a pris du temps, mais en fait, c'était de se faire confiance sur ce qu'on ressentait par rapport à ce que vivait l'enfant, en fait. Parce que nous, ça a mis du temps, mais à partir du moment où on savait, on s'est dit non, mais c'est ça, on a un peu cherché aussi de notre côté. Et voilà, du coup, la pédiatre aussi nous a fait confiance et a su vers quoi nous orienter. Donc c'est se faire confiance, et c'est appréciable aussi que les autres en face, les professionnels de santé vous fassent confiance. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors ça veut dire qu'en tant que parent, il faut que tu sois vachement armé
lorsque tu vas, parce que c'était pas le cas il y a encore 20, 30 ou 40 ans, je veux dire. Tu faisais confiance au médecin, t'allais voir le médecin, et c'était le médecin qui, en théorie, trouvait en fait ce qu'avait ton enfant, si on va dans ce sens-là. Ouais, mais on se rend compte. Alors, ça veut pas dire que tu fais pas confiance au médecin. Il y a des situations purement médicales. Enfin, je veux dire, il y a des choses pour lesquelles, évidemment, qu'il faut faire confiance au médecin. Non, mais là, dans la parentalité, où en fait, c'est quelqu'un d'externe, c'est pas toi. Mais pas que dans la parentalité. Je pense que dans la maladie, dans l'absolu, il y a des choses que, quand t'es malade, c'est toi qui sens des choses dans ton corps, c'est toi qui vas venir verbaliser que t'as mal à tel ou tel endroit. Donc, le soignant. Oui, mais là, il est obligé de parler pour quelqu'un, en fait. Tu vois, ce qui est encore plus difficile, tu parles pour ton enfant. C'est pour ça que je dis qu'il faut être encore plus armé, parce que du coup, il faut arriver à détecter les symptômes que tu vois, tu n'as pas toi. Ça prend du temps. Un bébé. Et qui te dit pas où il a mal en plus. C'est pas facile, de décoder. Mais les soignants aujourd'hui, ils ont impérativement besoin de parents, de la verbalisation des parents. Après, quand tu dis on n'est pas armé, c'est vrai, parce qu'en fait, t'es démuni, t'es vulnérable, tu deviens parent, donc déjà, t'es dans une position qui est très vulnérable. Tu vois. C'est vrai que notre pédiatre, elle était quand même elle nous avait dit elle-même, c'est vous, c'est votre enfant, c'est vous qui savez aussi. Donc, elle était quand même vachement dans ce schéma-là. Ça, c'est super. Il y a de plus en plus de soignants, médecins et pas médecins. Parce qu'on parle de médecins, on pourrait parler de kiné, de sage-femme, d'infirmière. Ce qu'a dit Vincent est vrai. Nous aussi, on a un pédiatre qui nous a dit faites-vous confiance. Avant de venir, faites-vous confiance et généralement, vous vous trompez pas. Si vous voyez qu'il y a un truc qui déconne, c'est que souvent vous Écoutez-vous. Ouais. Et moi, je le dis vraiment aussi à tous les parents. Écoutez-vous quand il y a un truc où vous sentez pas, même si on vous dit non, mais ça va. Si vous sentez dans vos tripes, non, ça va pas. Et des fois, alors il y a des fois des parcours de soins où moi je vois quand même des parents où ils sont obligés d'insister parce que quand on tombe face à des soignants à l'écoute comme ça dans la co-construction, c'est génial, c'est important. Est-ce qu'il y a un autre thème, quelque chose qui te pose? Alors ils ont 3 et 6 ans aujourd'hui, Vincent, tes enfants. Ouais, c'est ça. Ouais. Oui, et maintenant ça va mieux. Même si le grand, c'est pas son truc, la bouffe, quoi, mais sinon ça va, quoi. Mais en tout cas, l'alimentation, ça a été un gros le sommeil, zone, non pas le sommeil, le sommeil, ça roule. Attends, on va venir sur toi, Romain, t'inquiète pas, on va traiter. Venez tous sur moi, allez-y, venez sur moi, oui. Sommeil, ça sera peut-être plutôt Jérémy, je pense. Oui. Ah ouais, c'est clair. Ah, c'est vrai, on va se comprendre alors. Oui, voilà. L'enfer. Tu veux questionner Florian? Mais non, il n'y a pas de question, il n'y a pas de question à poser. Si on est tous dans le même bateau, ces gamins, ils dorment pas, on sait pas pourquoi, ils veulent pas dormir, alors qu'ils sont épuisés. Il a quel âge? 3 ans et demi, ton fils? Il a un peu plus de 3 ans et demi. Non, mais tu sais ce qui m'a toujours passé nuit. En général, les gens te disent ça va aller mieux. Tu te construis un peu dans ton éducation en te disant peut-être que dans 3 mois ça ira mieux. Et tu te rends compte que lorsque ces 3 mois sont là, ça va pas mieux. Et donc la problématique elle est là, c'est-à-dire que il y a plein de parents qui nous ont dit les gars, vous allez voir lorsque vos enfants arrivent à l'école, ils sont tellement éclatés de leur journée que le soir ils sont fracasses. Mais le nôtre, pendant 1h30, il est capable de courir autour de la table, de jouer avec notre chien et tout ça, et il est pas fatigué. Alors tu sais que quand un enfant est très très excité, c'est un signe de fatigue. À un moment donné, les gens qui donnent des conseils en disant ça ira mieux après, fermez-la. Non, parce que ça sert à rien, parce que c'est pas vrai. Il y a pas de terrible fort, il y a pas de bon ou de mauvaise situation. On va en parler, Romain. Jérémy, du coup, je te laisse faire un peu comme Vincent, puis nous parler de toi et de l'âge de tes enfants. T'as des plus petits, je crois. Moi, tout va bien. Merci Jérémy, c'était vraiment très très cool. Bonne soirée. Salut. Merci, bonsoir, c'est tout pour moi. Tu mens, Jérémy, tu mens. Je suis ravi d'être passé. Je m'appelle Jérémy, je ne suis pas un surhomme, fortiori je suis un papa comme les autres, fortiori je suis un papa. Et donc j'avais quelques problèmes en effet. Donc on a parlé du sommeil, Vincent a parlé de la bouffe, donc j'ai 2 enfants. Ils ont quel âge alors tes enfants, Jérémy, toi? Ezra 2 ans et demi. Et Eddie, il a 8 mois. Ok. Pour l'un, force et robustesse. Ouais, c'est rigolo tous les soirs. Vraiment. 2 aussi, mais quelle idée d'en avoir 2. On a eu des problèmes différents pour chaque, parce que forcément, c'est pas drôle. Une fois qu'on est rodé sur l'un, on pense tout connaître, et puis boum, l'autre, il a d'autres problèmes. Donc voilà. Donc c'était ça qui était rigolo. Donc le premier, avec mon plus grand, on a eu des problèmes pour le faire dormir pendant 1 an. C'était alors si j'explique un peu ici, j'habite en Autriche, à Vienne. Parce que j'allais dire, t'as un accent. Ah, t'es en Autriche là, Jérémy, non? Je suis français, madame. Non, mais t'as un petit accent un peu de je sais pas quel pays. Mais là, t'es en Autriche là actuellement. Oui, là actuellement, je suis à Vienne. Oh la technologie, la technologie. C'est fou. C'est fou. Franchement. Marseille, Internet, Dijon. Ça va révolutionner le monde, hein, je vous le dis. Marseille, Dijon, Vienne et du coup, Vincent, t'es où? Moi, je suis à Gémenos, c'est vers Marseille. Ouais. D'accord.
Mais ils ont pas l'accent marseillais. Ah bah si, Florian il a l'accent marseillais. Pas Marseille non plus, mais... Ah bon, bah, il me dit toujours je suis à Marseille, Oui, parce que vous connaissez rien d'autre que Marseille. Oh mais quel snob. Oh mais le snob, le mec. T'es pire qu'un Parisien, voilà. Franchement. Il sera un Lyonnais. Tu sais que les Lyonnais, dans un classement là qui est sorti, les Lyonnais sont les gens les plus impolis de France. Ah ouais, les Lyonnais. Marseille, ça m'a étonné. Ouais, c'est pas Marseille, c'est Lyon. J'aurais dit Marseille, hein, purée. Bah tu vois. Excuse-nous, Jérémy. Pardon, on a fait une parenthèse. Non, mais c'est intéressant de parler de tout ça. Oui, alors Autriche, Vienne, attends, je rembobine. Donc problème de sommeil pendant 1 an. Voilà, parce que je parlais en fait, ici en Autriche, les femmes ont l'habitude de prendre des congés maternité beaucoup plus longs qu'en France, entre 1 et 2 ans. Sans surprise, quoi. Presque, ouais. Et donc, et en principe, c'est donc l'allaitement, toutes les femmes ici, enfin dans notre quartier, tout le monde allaite. Et l'allaitement, c'est vrai que c'est à demande. Enfin, c'est ce que toutes les... C'est ce qui est recommandé à la demande. C'est dès que l'enfant il a envie, c'est culturel, quoi. Voilà. Et donc, après en France, au démarrage, en France aussi, on dit ça. Hein. Ah oui, une expérience là-dessus, pas terrible. C'est vrai que pour nous les hommes, ça va à peu près, mais c'est pour les femmes, quoi. Enfin, surtout la nuit, quand l'enfant arrête pas de se réveiller la nuit, toutes les 2 heures pour manger, c'est très fatigant. Et donc c'est ce qu'on a eu pour mon plus grand, c'est que même à arriver les 1 an, il se réveillait bien 5 ou 6 fois par nuit. Donc à chaque fois, et pour le rendormir, c'était tout le temps galère. Il fallait que je le porte, donc il devenait déjà lourd à 1 an. C'était quand même assez compliqué. Je me souviens encore que je m'asseyais dans la salle de bain avec le ventilateur, enfin comment on appelle ça, l'air. L'air, ouais. Climatiseur. La climatisation, non. Non, enfin le sèche-serviette. L'aération. L'aération qui enlève l'humidité de la VMC. La salle de bain. VMC. Ouais, d'accord, la VMC, ouais. VMC, ça s'appelle. Ok, ouais. D'accord. La VMC pour lui faire du bruit blanc, quoi, tu vois. J'ai un podcast excellent sur les bruits blancs, Ah ouais, il a un podcast génial sur les bruits blancs, si ça peut te servir. Maintenant, ça me sert plus. Ça lui aurait servi. Merci. Ouais, dommage. Ça aurait pu me servir, mais. Donc voilà, mais après, on est approcher les 1 an, donc on était vraiment au bout. On a cherché des solutions, et c'est vrai qu'à côté, on avait toujours, t'as toujours la voisine ou quoi qui dit, oh ben moi, il fait ses nuits. T'as envie de les claquer, les gens qui font ça. T'as envie vraiment ou comme un copain, quoi, qui me disait à 6 mois, moi, mes 2 enfants faisaient leur nuit, quoi. Jérémy, est-ce que, et Florian et Vincent et d'ailleurs Romain, mais est-ce que vous a été expliqué à un moment donné que le sommeil, c'était pas inné, une compétence innée du bébé, et que c'était un processus progressif comme la marche ou comme ça vous le saviez. Alors il commence à se réveiller toutes les 2 heures. Okay, après toutes les 3 heures, tu dis il y a du progrès, donc c'est bien. Mais après ça régresse à nouveau. Donc, tu te dis mais comment, pourquoi, t'apprends pas ou quoi? Donc c'était. Est-ce que tu as eu de l'aide du coup? Qu'est-ce qui vous a aidé à ce moment-là? On a été chercher de l'aide. On a fait une séance somnifère. Non, pas somnifère, c'est même pas d'alcool dans le biberon, ni rien. Non, je crois que c'était une coutume chez eux. Du pastis. Je sais, ouais. Le schnapps. Vienne, c'est le schnapps. Ok. Ah oui. On a été voir une coach en sommeil, qui était dans un cabinet de pédiatre. Il y avait une coach en sommeil. Voilà. Donc on nous a déjà dit, il y en a, c'est en grosso modo des charlatans. Ouais, ça dépend lesquels. Qui ont fait quelques formations, des trucs comme ça. Donc j'avais regardé d'abord son CV. Elle a fait quelques formations, forcément. Et elle nous a quand même beaucoup aidé. Et on a eu de la chance parce que en appliquant, en fait, en gros, je crois que c'est son problème, c'est qu'on le faisait. On pensait toujours qu'approcher les 1 an, dès qu'il commençait à montrer des signes de sommeil, il fallait le faire dormir. Donc forcément, il dormait trop de la journée, et du coup la nuit, il dormait plus. D'accord. Donc une fois qu'on a réussi à comprendre ça, que il montre un peu de signes de sommeil, nous là on peut un peu tirer parce que voilà. Il a déjà dormi tout à l'heure. Maintenant, on peut tirer. On peut tirer, ça veut dire quoi quand tu dis on peut tirer? On peut en allemand, encore faire étendre. Enfin, on peut étendre, ouais. Ah oui, d'accord, je veux dire. Ok. On va le coucher de suite. Ouais, on peut gratter quoi. Voilà, on va pas le coucher, on va attendre son prochain cycle de sommeil. D'accord. Ok. On va pas le faire dormir de suite. Et bien ça a marché parce que c'était ça en fait le problème. Ouais, et heureusement parce qu'après ma compagne a dû aller 1 semaine à l'hôpital du jour au lendemain. Et moi, j'étais seul avec lui. Et heureusement, parce qu'il était allaité jusqu'à présent. Donc, elle allaitait vraiment au sein. Et là, d'un coup, il a été sevré du jour au lendemain. Ah ouais, là, t'as pas le choix, là.
Donc là, pas le choix. Et puis, ça tombait bien parce que j'appliquais en même temps le procédé que la coach en sommeil nous avait donné. Et il s'est mis à faire ses nuits. Moi, ce que ça me fait dire, Jérémy, ce que tu dis. Alors déjà, pour répondre à ta question, Romain, est-ce que ça existe en France aujourd'hui ? Oui, évidemment, ça existe. Le danger, en effet, c'est de tomber sur des gens qui émargent 300 balles l'heure la consulte ou les 2 heures. C'est bien ça, heures. on peut faire ça en micro-entrepreneur. Donc voilà, ça peut être dangereux parce que tu sais pas quel type de formation elles ont. Donc il y en a sûrement des très bien, des moins bien. Mais c'est surtout qu'en France, il y a des infirmières puéricultrices diplômées d'État, donc ont un diplôme d'État et qui sont évidemment spécialisées dans tout ce qui est sommeil et alimentation et autre chose. Mais justement, attends, j'ai demandé à Jérémy. J'en connais beaucoup. Quand tu parles, du coup, ça doit être pareil qu'ici. Du coup, les coachs en sommeil, qu'est-ce qu'ils t'apprennent à faire, à te coacher ? Là, elle a décodé en fait. Ils t'expliquent le processus en fait du sommeil de l'enfant et comment il faudrait faire pour l'aborder. On explique un peu la journée type. On avait noté déjà tous les sommeils, quand on lui donne à manger, etc. Et après, elle décode ça. Enfin, voilà, elle nous pose des questions. On lui raconte un peu une journée type sur une semaine, comment ça se passe, tout ça. Et après, elle nous raconte un peu comment ça devrait à peu près être par rapport à l'âge de l'enfant, quoi. Ah, ok. De quand il devrait dormir, ses fenêtres réveillées, ses fenêtres où il dort. Ah, elle t'explique les cycles en fait et pour prendre le train à temps, quoi. Comment ça devrait à peu près être. La machine à laver. Et donc, elle avait un cycle. Tu m'as perdu maintenant. Merci Florian. Du coup, c'était un protocole en plusieurs étapes en fait, pour passer de comment on le faisait dormir à comment il dort. Pour que ce soit plus calé avec son rythme à lui. En fait, l'idée, je pense que ce qui a été suggéré, c'est de coller à son rythme. Parce qu'en fait, il y a des gros dormeurs, des petits dormeurs. On n'a pas tous les mêmes rythmes de sommeil. Et donc, en fonction de ce qu'ils avaient dû lui dire, elle a dû réadapter et dire, là, vous le couchez peut-être un peu tôt, couchez-le un peu plus tard. Ou à ce moment-là, il dort 3 heures, mais est-ce qu'il en a vraiment besoin ? Et eux, ils ont tâtonné, ils ont essayé. Et puis, du coup, ils ont réussi. C'est vrai que on avait toujours entendu dire que les enfants, dès qu'ils ont sommeil, il faut les faire dormir parce qu'après ils deviennent surexcités, enfin pas surexcités, mais ils sont ils ont besoin du sommeil pour aller se ressourcer. Fatigués, et après ils s'endorment plus. Donc, après ça, dans l'absolu, c'est vrai. C'est-à-dire que quand tu repères les signes de sommeil d'un enfant, il faut le coucher. Mais là, peut-être qu'il y avait des choses il y avait peut-être des signes en fait qui n'étaient pas des signes, ou tu vois ce que je veux dire. C'était peut-être ça collait peut-être pas. Il y avait peut-être un recalcage à faire en effet. C'est vrai que si tu rates le train et qu'après tu dis il y en a encore pour 1h30, là c'est chaud quoi. Non mais c'est vrai. Je dis ça en connaissance de cause, mais. Non mais après il y a des cycles aussi de sommeil, des moments. Vincent et Jérémy, du coup, ce que ça me fait penser, c'est qu'en fait, pour vos 2 cas, vous avez eu besoin d'aide. Et tu vois, que ce soit pour le sommeil, que ce soit pour l'alimentation, l'idée c'est que quand tu deviens papa ou maman. Faut demander de l'aide. T'as quand même besoin d'aide. Enfin, tu peux être expert de ton enfant, mais t'as besoin d'être guidé, accompagné, parce que t'as pas toutes les clés. Et avoir besoin d'un point de vue extérieur en plus. Et d'un point de vue extérieur. Et donc, ce qui est dommage, c'est qu'on n'éduque pas les parents, et d'ailleurs, tu vois, c'est à Vienne ou c'est en France, mais à le faire rapidement. Souvent, les parents, ils vont un peu galérer, beaucoup galérer, et quand ils vont se dire, là, faut qu'on... Tu vois, il y a cette notion de on attend parce que on dit pas assez aux parents. Vite, allez-y dès que vous avez besoin. Enfin, attendez c'est pas. Peut-être culturel, c'est culturel. C'est je suis fort. On va s'en sortir tout seul. J'ai des livres. Voilà. Et puis il y a l'idée, j'ai Internet. Il y a Doctissimo, t'inquiète, il y a Google, il y a ChatGPT. Et puis avoir un enfant, c'est normal. Tout le monde a un enfant. Il y a rien de compliqué. Alors que avant, les parents, ils laissaient pleurer l'enfant pendant une demi-heure dans les années 80. Voilà. C'était ça les solutions. Donc. Mais des fois, c'est un peu la question qu'on se pose. Est-ce que c'est pas à un moment donné la solution de se dire, c'était peut-être pas mal comme solution, ça, de le laisser un petit peu pleurnicher. Non, parce qu'à l'âge adulte, je peux t'assurer que ça laisse des dégâts. Voilà. Enfin, pas une demi-heure en tout cas. Après, tu en parlais ? On peut se parler des petits temps. Non, moi, je pense. Je sais pas si mes parents m'ont laissé pleurer, mais je pense que ça. Non, laisser pleurer un bébé, un petit pendant un temps très long, ça n'a pas d'effet bénéfique sur un enfant. Enfin, ça, c'est très très clair. Après, il y a des techniques que moi je ne cautionne pas sur des petits temps où on laisse pleurer les enfants et qui pour moi sont d'une autre génération, d'une autre époque. Et après, il y a des choses discutables, mais en tout cas, laisser pleurer un enfant très longtemps tout seul, c'est pas quelque chose que je recommanderais évidemment. Alors Florian, vas-y, parle-nous un peu de toi. Qu'est-ce que tu veux que je te raconte, Elodie ? Je sais pas, qu'est-ce que tu as envie de me raconter, Florian ? On va vous laisser. Vous voulez une petite musique d'ambiance ? Tu peux mettre des sons ? Alors j'ai rien calé, mais oui, on peut faire ça. Il a le prout, il a... j'ai le prout, mais arrête de dire ça, c'est très bizarre. Ah, le prout, le prout. C'est vrai, t'avais le prout, non ? Et je crois que je l'ai enlevé. J'ai des cris, j'ai des bruits de bébés qui pleurent. Ah. Non, j'en ai un à côté. Non, ça va, ça. Non, puis c'est... il a un bébé de 8 mois. Ah. Je me mets des bouchons dans les oreilles, moi, maintenant. Sans rigoler. C'est vrai ? Ah ouais, non, mais... Ah oui.
Au bout d'un moment, le soir, quand ils commencent quand les deux se mettent à pleurer, à hurler. Et donc tu les entends toujours, mais ça atténue le bruit. Oui, c'est quand même mieux. Je trouvais que le casque anti-bruit de chantier, tu te balades dans la baraque. Et ça te permet du coup de garder ton calme. Tu les entends, mais un peu en atténué, c'est ça. Ouais, ok. C'est trop agressif pour toi. Ah oui. Le son, donc, tant que tu les entends toujours, c'est bon. Il faut pas que ça te bouge totalement l'audition. Et revenons à Florian. Oui, Florian. Parce que alors Florian, il va tout faire pour pas parler de lui. Je sais pas pourquoi. J'ai cette impression. Elle me connaît bien, la vieille. Allonge-toi. Alors franchement, je dois rester poli à l'antenne, mais là, je te jure que Romain, c'est un peu. Moi, je la vois en vrai, elle a pas de ride. Ouais, voilà. Donc t'arrêtes. Elle est pas vieille. Je suis vieille. Un peu touchy. Par rapport à moi, elle est vieille. Mais il a 4 ans de moins que moi, franchement. Oh bah ça va. Ouais. Romain, il va rien dire parce qu'il a 42 ans. Je suis plus vieux, je crois. Donc, dans 8 ans, t'as 50 ans quand même. Attends, t'es de quelle année? C'est vrai. Dit comme ça, c'est vrai. Non, dans 8 ans, il y a une coloscopie. Ah non. Mais t'as un problème avec les urologues. Ah bah ouais. Non mais parce que t'es pas un homme, c'est pour ça. Ah d'accord. Ouais bah tu sais, j'ai accouché. Rares sont les hommes qui prennent du plaisir à des coloscopies, Elodie. Oui, et bah une bonne petite coloscopie, ça évite un cancer, Romain. D'accord, mais non. Bon, bref. Jamais fait toucher la prostate, Romain? Non, jamais. Et j'ai pas envie là tout de suite. T'imagines s'il y a des femmes qui écoutent le podcast? Oh là, on passe Imagine, pour quoi, voilà. Non mais franchement. T'as raison. Bah oui, c'est un podcast de mecs en fait là. Oui. Jérémy, dans t'as quel âge? T'es né en quelle année? 87 comme Florian. Par contre, je suis beaucoup plus vieux que Florian. Vous êtes de quel mois? Juillet. Il est du 6, je suis du 5. Ah, c'est rigolo. Vous recevrez des boîtes de chocolat d'Elodie pour vos anniversaires, c'est génial ou pas? Vous avez l'heure aussi, c'est pour le calendrier astro que je fais tous les mois. Le thème astral. Bon bref, en tout cas, vous n'êtes pas jeune du tout. Bon, Florian, faut que tu parles de toi à un moment donné, parce que là t'évites le sujet. Florian. Alors Florian, j'habite à Carry-le-Rouet, une charmante petite bourgade de la Côte Bleue entre Marseille et Martigues. Ok. Ça te parle pas? Non mais attends, Martigues déjà c'est connu. Et bien sûr, la Venise provençale. Mais bien sûr. Et du coup, je suis papa moi aussi de 2 enfants, de 2 et 4 ans, Sacha et Andrea. Et moi aussi, j'ai galéré sur le sommeil pendant... avec ma compagne, on a galéré pendant 1 an et demi. C'est-à-dire jusqu'à ce qu'il se mette à marcher. Il faisait pas ses nuits, le plus grand. Ah ouais. Et le jour où il s'est mis à marcher, par contre, il a réussi à s'endormir tout seul. Et ça, c'était vraiment un soulagement parce qu'on en était à un point là où on allait voir des marchands. Enfin, on voulait aller voir une marchande de sommeil. Comme il a fait Jérémy. Mais du coup, quand vous dites, toi par exemple, Florian, quand tu dis il fait pas ses nuits, ça veut dire quoi, ne pas faire ses nuits? Eh ben, c'est que en fait, il se réveillait très souvent vers déjà entre 20h et minuit. On passait en général 2 voire 3 heures en porte-bébé à le bercer parce que c'était interminable et dès qu'on le posait, il se réveillait. Et sinon, après minuit, il faisait quoi? Il s'endormait 3 heures peut-être et vers 3 heures du mat, à chaque fois 3-4 heures du mat, il se réveillait et il ratait le wagon d'après. Donc, il fallait attendre le prochain wagon qui était vers 5-6 heures. Et là, c'était l'heure de partir au boulot, tu vois, donc... En plus, 3h30, 4h du matin, c'est l'heure à laquelle toi, t'es dans le sommeil le plus dur réparateur. Ça, c'est le meilleur des sommeils pour toi où tu peux récupérer à mort et c'est là qu'il se réveille. Ça fera c'est le pire. Ah, c'est l'horreur. Ouais. Et t'as pas eu de... Du coup, il réclamait pas à manger, enfin, il n'y avait pas d'alimentation la nuit. Est-ce que vous avez... Ouais, il a pas été allaité le premier parce qu'il voulait pas le sein. Et du coup, il avait un bibi la nuit. Il avait 1 ou 2 au début, après on est passé sur 1. Et si, il était alimenté un petit peu la nuit. Ouais. Et quand il avait son biberon, après, il se rendormait aussi sec ou non? Parce que tu parles de porte-bébé pendant 2 heures, donc... Après caca, couche. C'était pour le coucher du soir, parce qu'il y avait que le porte-bébé qui marchait à peu près, mais on est passé des heures. Ce que les parents savent pas, je suis désolée, je te coupe Florian, ce que les parents savent pas forcément aussi au début, c'est qu'en fait, la manière dont t'endors ton bébé, en le berçant par exemple, va nécessiter le même... réendormissement rituel en pleine nuit. Parce qu'en fait, c'est comme si toi, je sais pas, t'étais en voiture, tu t'endors dans une voiture bercée avec de la musique et tu te réveilles dans en conduisant. C'est là que c'est grave, là c'est chaud. Bah là, c'est que t'es bourré. Et tu te réveilles dans ton lit. Tu vas te dire, waouh, il s'est passé quoi? J'ai un trou de mémoire. Enfin, et le bébé qui est tout petit, voilà, pour lui, les changements, c'est gigantesque, alors que nous, c'est un petit changement. Il s'endort dans un porte-bébé debout, enfin, en position plutôt verticale, et il se réveille dans un lit à barreaux allongé. Et donc, il a du mal aussi à se rendormir parce qu'il n'a pas du tout la même sensation au réveil. Et ça, donc, ça veut dire que dès le départ, il faut qu'il soit tout de suite dans le lit, quoi. Bah, en tout cas, qu'il y ait le contact visuel. Quand ils sont tout petits, ils s'endorment ou ils s'endorment
s'endorment, enfin voilà. Mais c'est vrai que les mois passant, faut que les parents ils aient cette notion que la manière dont ils s'endorment va aussi déterminer leur réveil en pleine nuit. Parce que si tu sais pas ça, du coup, c'est une des clés aussi que t'as pas, tu vois. L'importance des rituels aussi, hein, mais donc du jour au lendemain, en fait, quand il s'est mis à marcher, il s'est mis à faire ses nuits, c'est ça. Donc, exactement. Est-ce que vous avez eu des clés de réponse qui ont amélioré votre quotidien ou pas? Ou c'est vraiment ça, vous avez fait preuve d'une patience et vous avez géré comme vous avez pu et ça s'est réglé un peu tout seul? Peu de sommeil, tout ça, patience, je suis pas sûr quand même. À un moment donné, non. Moi, j'ai été beaucoup moins patient. C'est vrai qu'il y a des fois où je pétais un câble. Ça veut dire le mur, il le dit. Péter un câble, c'est je descends parce que lui il dort à l'étage, je le pose dans son lit, je descends et je tape dans le mur, quoi, parce que j'en peux plus. Alors, on va rappeler quand même. C'est interdit de faire du mal aux enfants. C'est interdit par la loi et c'est très voilà. Et c'est la meilleure des choses, le meilleur des gestes. On l'a dit dans le podcast de Papa Poule que vous pouvez faire. Passer le relais et poser le bébé en sécurité dans son lit en lui parlant. Il vaut mieux le laisser pleurer quelques minutes et partir se ressourcer, remplir son vase énergétique entre guillemets, enfin voilà, son vase d'énergie. Elle se fout de moi. Boire un coup, tu vas dans un bar, enfin un truc. Que de garder son bébé dans les bras si on se sent plus capable de répondre à ses besoins, évidemment. Après tu reviens, j'ai rempli mon vase énergétique, Ricard. Je suis bien rempli. Donc en fait, c'est pas péter un câble, c'est péter un câble. Voilà, c'est non, t'as eu la bonne réaction. C'est décharger un petit peu. En posant ton bébé dans son lit et en allant Bon alors, je vais pas cautionner le fait de taper forcément dans un mur, mais en tout cas de décharger, d'aller souffler, ou je sais pas, souffler tes émotions. Lis le livre sur souffler ses émotions. On se fout de moi. Après quand bref. 1 an et demi endormi. Non mais attends, je plaisante, je sais que c'est très dur. Le sommeil c'est le pire. Bien sûr. T'as fait du placo du coup? C'est la pire des tortures. La pire. C'est une torture dans certains pays, le fait de pas dormir. Vous avez toute mon empathie. Moi, mon deuxième, il a pas fait ses nuits pendant 1 an. C'est hyper fatigant. Voilà, mais on aura envie c'est difficilement gérable. La nuit, c'est très compliqué. On va au plus simple généralement. C'est même nous ce qu'on avait envisagé, c'était 1 fois par semaine. C'était de se prendre une chambre d'hôtel pour faire une vraie nuit en fait, de récupération, parce que tu peux pas quoi. Te dire je me couche à 21h, je mate la télé. Je me lève le matin, 6h, 7h, et je suis en forme, j'ai fait une bonne nuit tout seul, tranquille. Mais la chambre d'hôtel, c'est dangereux parce que tu risques de faire le deuxième, du coup. non, le but, c'est d'y aller tout seul, en fait. C'est pas... tout seul. Alors, du coup, avec toi-même, c'est compliqué. Oui, c'est l'idée, Et l'enfant, il se couche tout seul. Tiens, démerde-toi. Non, je pensais que t'avais les grands-parents qui gardaient les petits. Ou pas. Non, c'était vraiment faire un truc. Quand t'as pas dormi pendant 3 ans, tu vas dans une chambre d'hôtel, tu dors. Tu te poses, tu dors, direct, là. Je confirme. Il s'est mis à marcher et ça a réglé le problème, mais est-ce qu'il y a d'autres choses à ton avis, avec le recul, dénouer un peu les choses? Dénouer un peu les choses. Est-ce que vous avez changé quelque chose dans les rituels peut-être et tout ça qui ont fait que hop, tu vois, il s'est endormi non. À part le fait qu'il ait marché. On a un peu tout essayé, tout ce qu'on lisait dans les livres, tout ce qu'on entendait dans les podcasts que je ne citerai pas, bien sûr. Et d'ailleurs, les Papa Poule, nous avons fait un épisode sur le sommeil avec une psychologue. Tout à fait, c'est notre meilleur épisode. Avec une psychologue qui s'appelle ? C'est bizarre, hein ? Qui s'appelle Morgane. Freeman. Morgane Freeman ? Je le connais. Je fais des podcasts. Putain, comment elle s'appelle maintenant? Je l'ai plus. C'est pas très grave. Son nom de famille, je sais pas, mais c'était mort. Vaut mieux rien dire plutôt que de dire un truc complètement à côté. C'était le compte Instagram Aube Maternelle. C'était de toi. Aube Maternelle. Et donc vous recommandez ce compte Insta. Ok. Tout à fait. Et votre épisode, du coup, en l'occurrence. Et notre épisode, dont tu mettras le lien en lien. Absolument. Les mecs ont les réflexions. Pam. Lui, c'est c'est professionnel, Papa Poule. Et donc, non, je pense pas qu'on ait changé. Enfin, on a essayé plein de méthodes différentes, justement, mais c'est vraiment au moment où il s'est mis à marcher que, je sais pas, il y a eu cette espèce de déclic. Ouais. Un truc qui a switché. Et est-ce que l'alimentation la nuit s'est arrêtée avant la marche ou en même temps ? Je me rappelle plus trop. Je crois qu'on avait arrêté, oui. Avant, ouais. Okay. On avait donc il n'y a pas de lien avec ça. Non. Et le deuxième, le petit Sacha, il a 2 ans aujourd'hui, il nous a jamais fait chier. Mais ça, tu sais que c'est pas la première fois qu'on entend ça, et c'est pas la fois que je l'entends. En fait, sur le premier, t'as pas mal de galères, et sur le deuxième, ça va mieux. Alors, est-ce que c'est parce que
toi, tu as changé ta vision en fait de la parentalité et que du coup tu te dis ouais, c'est bon, on va laisser vivre plutôt que d'essayer de lui appliquer des trucs. Ou alors est-ce que c'est vrai, il y a un vrai truc de différent entre le premier et le deuxième, tu vois. Aussi. Ah ouais. T'as appris des choses. Ouais. T'as appris. Après, il y a pas de règle. T'as des parents. Les deux, c'est une tanasse. T'as des parents pour qui il y a des choses un peu compliquées à gérer avec les 2 enfants. Il y a des parents qui ont 2 enfants assez faciles au niveau du sommeil ou de l'alimentation. Bon, c'est pas la majorité des cas quand même. Il y a toujours des réglages entre guillemets. C'est un petit être humain qui arrive avec ses spécificités. Enfin voilà, il n'y a pas de règle. Après, oui, t'es plus expérimenté quand même en tant que parent pour le deuxième. Donc il y a des choses que t'as appris. Donc ça peut expliquer aussi un positionnement peut-être un peu plus cool pour le deuxième. Mais après, ça dépend de l'histoire de l'accouchement, de la grossesse, l'histoire de cet enfant. Il suffit qu'il y ait eu un accouchement traumatique ou une maladie ou quelque chose pour que l'histoire soit totalement différente. Mais c'est vrai qu'on entend souvent quand même. C'est vrai que souvent, tu te rends compte que le deuxième, ça a l'air plus facile, quoi. Ouais. Moi, je dirais Jérémy, il dort mieux le deuxième. Le deuxième, il a été moins allaité aussi parce qu'elle pouvait pas l'allaiter. Donc au bout de 2 mois, je crois, elle a arrêté de l'allaiter au sein et il est passé à la poudre et au biberon. Et il dort beaucoup mieux, quoi. C'est le jour et la nuit par rapport au premier. Donc de ce point de vue-là, on n'a pas de problème. Il se réveille encore 2 fois max vraiment pour boire son biberon. Mais après, il se rendort aussi sec. Enfin, il est tellement facile. Tu le berces 2 minutes, il s'endort. Enfin, c'est cool ça. C'est trop bien. Ah ouais, non, ça ouais. Tu le prêtes un peu ? Est-ce que vous le louez ? Pourquoi pas ? Vous allez voir, c'est vraiment bien un enfant qui se rendort vite. C'est tellement pratique. Ouais, non, c'est bien. Et toi, Elodie ? Il y a des crises aussi. Mais le premier, c'était plus compliqué que le deuxième c'était plus facile que le premier ? Ouais, c'était différent. Après, moi, j'ai eu 2 enfants très rapprochés, donc c'était dur. La situation était dure. Moi, mes enfants, ma fille a fait ses nuits vers 7 mois, mon fils vers 1 an. C'était plus facile sur certaines choses parce que j'avais appris des choses, donc je connaissais certaines choses. C'est vrai que le premier, c'est plus violent parce qu'il y a cette découverte. Voilà, t'es responsable totalement d'un petit être. Du jour au lendemain, tu dors plus, quoi. Ouais, du jour au lendemain, en plus, ton sommeil est haché, donc il faut s'habituer. Et puis pour le deuxième, tu te dis, bon, bah ok, ça s'est passé comme ça, donc je vais prévoir, anticiper au cas où. Alors moi. C'est peut-être ça aussi qui tu vois, il y a cette notion de je sais déjà, donc je vais prévoir au cas où ça se passe jamais exactement comme tu as prévu. Donc oui, c'était un bébé où c'était plus simple. Peut-être qu'il avait un tempérament, c'était un plus gros dormeur déjà. Donc ça, quand tu as un enfant qui fait 2 heures de sieste de 9h à 11h et après 14-16, et quand tu as ton aîné qui faisait que des toutes petites siestes dans la journée, des micro-siestes, t'as pas le même rythme, voilà, t'as pas les mêmes choses. Mais j'étais pas aussi la même mère et je pense qu'on n'est pas les mêmes parents non plus. Quand t'as le deuxième, tu veux dire ? Ouais, t'étais pas le même parent avec le même enfant. Moi, je dirais qu'il n'y a pas de règle. Oui, dans l'absolu, on pourrait dire qu'on est parents plus expérimentés pour le deuxième, donc il y a des choses qui paraissent un peu plus évidentes. Mais il n'y a pas de règle. Je suis sûre qu'il y a plein de parents qui pourraient nous écouter qui diraient non. Pour le premier, ça allait à peu près. Oui, c'était dur, c'était une découverte, mais à tel niveau, ça a été super compliqué. Je pense que tu évolues, tu apprends de tes enfants, tu changes, tu n'es plus la même personne Ou alors, qu'avant. Peut-être qu'en ayant un deuxième enfant, le premier c'est violent pour tout le monde, et peut-être qu'en ayant un deuxième, tout semble plus facile, parce que le premier était hyper violent, parce que c'était la phase de découverte et tout ça. Donc le deuxième te semble... Peut-être. Tout semble aller mieux, quoi. Mais il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle, et moi je parle avec des parents qui ont un deuxième pour qui c'est complexe quand même. Peut-être plus t'as de problématiques à régler. Tu sais, la pédagogie par le problème, tu sais ce que c'est que en expérimentant des problèmes, tu apprends. C'est ça qui fait que pour un deuxième... Mais je crois que le pire dans l'histoire, c'est lorsque tu as une méthodologie, avec 1 ou 2 enfants, peu importe, tu as une méthodologie et qu'en fait, tu te dis, ce soir, je vais appliquer la même méthodologie que depuis une semaine, ou 1 mois, ou 2 mois, et là, ça marche pas. Tu dis, mais pourquoi mais ça marchait hier, ça a marché une semaine, ça a marché 1 mois, pourquoi ça marche pas ce soir tout est fluctuant. Tout est fluctuant dans la vie, enfin voilà, et l'être humain et les enfants le sont plus, et donc ils s'adaptent, et heureusement en fait. Ah oui. Ils s'adaptent. Sauf que toi t'es pas dans ce mental. Il faut. À l'instant T, en fait, tu te dis, allez, ça sera comme hier et avant-hier, donc ça va rouler ce soir, et non, c'est pas ce soir, en fait, c'est pas là. En fait, une des plus grandes compétences parentales, c'est l'adaptabilité, je pense. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est s'adapter. Capacité de négociation également. Capacité de négociation aussi. Des fois, t'as l'impression de faire partie du GIGN, quoi. Ouais, mais non. Moi, je me dis toujours, ça paraît un peu niais, mais en fait, je me dis toujours, ok, faut des super enfin, ça demande beaucoup, ça puise dans le réservoir énormément d'avoir des enfants, mais ça apporte aussi énormément. Et moi, je me dis toujours, génial.
quand ils grandissent, ils te disent des trucs ou des fois ils te sortent des choses. Tu vois que t'es leur modèle. Enfin je trouve que c'est d'une richesse parce que là on parle de ce qu'ils vont nous puiser. Je veux dire, on est dans les problèmes. C'est que c'est un peu négatif là, comme on le tourne. T'as un peu l'impression de se dire, ils sont fatigants. Non, mais c'est pas que positif. Côté positif en fait. Moi, j'ai fait la feuille blanche. Alors, moi, j'ai plus de bébés, mais je me dis aussi. Les plus et les moins, franchement. Il y a beaucoup de moins. Oh non, mais oui, non, mais c'est sûr, c'est fatigant, c'est évidemment. Mais t'as aussi des choses qui t'apportent quand même. L'humain est aussi fait de telle sorte que les trucs les plus violents s'estompent au fur et à mesure et les années passant. Parce que tu vas pas me raconter ton accouchement maintenant comme tu me l'aurais raconté il y a 2 ans, tu vois. Bien sûr. Non, mais alors que c'était hyper violent. Mais tu vas me dire, c'était dur. Là aujourd'hui, tu vas me dire, c'était dur. Tu vas me donner des détails. Non, je vais te dire que j'ai jamais eu aussi mal de ma vie, que j'étais à 4 pattes et que j'avais plus de dignité. Oui, d'accord. Sauf que tu me racontes ton accouchement il y a 1 an ou 2 ans. Oui, je le filtre, j'oublie, bien sûr, tu as raison. Il y a plein de trucs qui sont... Non, mais attends, ils sont encore petits, mes enfants, ils ont 4 et 6 ans. Mon fils, il me fait encore des tempêtes émotionnelles à hurler parce qu'il veut pas mettre tel manteau ou parce que sa sœur lui a pris le petit objet dans sa chambre. Ce que je veux dire t'as déplacé un truc. C'est la mémoire qu'ils ont, les enfants aussi, c'est assez impressionnant. Mais c'est hallucinant. Et les conflits entre frères et sœurs, plus ils grandissent, des fois, plus ça peut être violent. Ce que je veux dire par là, c'est qu'au niveau de tes capacités d'adaptation ou tes compétences de négociation, déjà, ça t'apprend des nouvelles compétences que tu n'aurais sûrement pas eues si tu n'avais pas eu d'enfant, de une. Ah ben ouais, bosser au GIGN, c'est ce que je dis. Ouais. Et de 2, ils t'apprennent aussi sur toi. Parce que qu'est-ce qui vient faire autant violence parfois? Alors je parle pas des pleurs des petits bébés, décodage forcément, mais quand ils grandissent avec leur tempête émotionnelle, ils t'apprennent aussi que pourquoi est-ce que toi tu réagis, je sais pas, je prends un exemple, je veux que ma fille mette son manteau parce que j'estime qu'il fait tant froid. Pourquoi? Ou je veux qu'elle mette tel pantalon avec telle chaussure parce que je trouve que sinon ça fait pas beau. Pourquoi est-ce que j'entre en conflit avec elle alors qu'au fond, est-ce que c'est vraiment très grave si elle met une paire de chaussures qui va pas avec son legging? Je te prends un exemple débile sur lequel on peut lâcher, mais il y en a plein des exemples comme ça où ça vient réactiver ce que nous aussi, on est un miroir pour eux, on est un modèle pour eux. Ouais, bien sûr. Et donc voilà. Donc c'est violent aussi pour ça, je pense. Ok, les gars. Bon. Ok. J'ai une petite question, Elodie, sur mon petit deuxième, justement, qui a 2 ans. Alors, on ouvre les consultations, c'est parti. Allez, pour les 10 dernières minutes. On ouvre les consultes. Tu t'as pas un petit bruit là, s'il te plaît? Non, je vais pas. Qu'est-ce que je veux dire? Mon petit deuxième, c'est. Bon, il nous embête pas, mais c'est une boule de nerfs, on va dire. Il est très tonique. Toute la journée? Très tonique et... Ouais, toute la journée. Bon, après, il a des temps, il a des moments calmes quand même, mais comment te dire? Il va souvent embêter son grand frère, puisque là, voilà, classique. Mais souvent, ça va finir par je t'arrache les yeux, je te tire les cheveux. Et très souvent, il lève la main, il tape. Et c'est vraiment le. Et ça vous met en difficulté. Le gros défi du moment. Ouais. Alors, il a 2 ans. Que faire? Déjà, on va. Que faire, Elodie? Je vais te reposer peut-être des petites questions, mais je vais te donner des pistes. Docteur Elodie. Allons-y. Il a 2 ans et quelques mois ou à peine 2 ans? Il a eu 2 ans en octobre, ouais. Ok. 2 ans, bon, alors déjà, il est à un âge où il commence une vraie sociabilisation. C'est-à-dire que, en fait, les enfants au démarrage, ils vont explorer leur environnement, mais de manière, évidemment, c'est des êtres de sociabilité, mais ils jouent pas encore en groupe vraiment avant cet âge-là. C'est-à-dire que quand tu vas dans les sections de moyens, ils jouent plutôt les uns à côté des autres et ils commencent parfois dans des jeux où il y a des activités collectives à jouer ensemble. Dans la section des grands en crèche, ils commencent vraiment à jouer ensemble, mais il y a ce que tu vas retrouver chez tous les enfants. Par exemple, j'ai un jouet dans la main, un copain vient me le tirer, me l'arracher, pour me défendre, je vais le taper. Donc ça, c'est les règles sociales que les adultes vont leur apprendre. Eux, ils savent pas encore tout ça, ils sont dans une certaine impulsivité. Ils n'ont pas le même cerveau que nous, ils n'ont pas le néofrontal de développer, donc du coup, toi, quand tu es en colère, tu arrives à réguler, ou alors tu vas taper dans un mur, n'est-ce pas? Donc voilà, on a encore du mal adulte des fois à réguler nos émotions, et eux, ils ont cette partie du cerveau qui est vraiment sous-développée. Quand un enfant a des frustrations, en fait, c'est hyper dur pour lui de réguler ses émotions, donc il est traversé par des tempêtes émotionnelles. Donc, si c'est son frère qui veut pas lui prêter tel jouet ou telle chose, ou machin... Pas toujours, justement. Donc, non, mais attends, je vais y venir dans le sens où il va embêter son frère. J'ai bien compris que c'était là. Il va dans la chambre, il va embêter son frère. Okay. Quand il est tout seul et qu'il a des frustrations avec d'autres copains, donc voilà, ça s'explique comme ça. Après, c'est à l'adulte d'expliquer évidemment que on tape pas, on griffe pas, on mord pas, en étant le modèle. C'est-à-dire que c'est pour ça d'ailleurs qu'on doit pas taper, parce que si tu tapes, tu dis que c'est ok, pour se défendre, il faut taper. Ah ouais. Et dans les cas de conflit entre frères et sœurs, donc du coup, tu as souvent le plus petit
qui veut aller jouer avec le plus grand, qui lui peut-être est plus autonome, son cerveau est plus développé, il est tranquillement en train de jouer dans sa chambre, un jeu d'imagination, de construction, on imagine. Et puis là, t'as le petit frère qui vient l'embêter, qui vient dans la chambre, qui va détruire potentiellement ce qu'il est en train de faire et déclencher un conflit avec le grand qui va dire non mais voilà. Il y a deux choses qui se passent. Déjà, le plus grand, il n'est pas en mesure de dire au petit t'as envie de jouer avec moi ? C'est pour ça que là, tu viens dans ma chambre un peu m'embêter. Est-ce que t'as envie qu'on joue ensemble ? À 4 ans, il est peut-être pas en mesure de dire ça à son petit frère. Donc, il y a un truc au niveau de la communication, ils sont petits encore. Parce que tu vois, un peu plus grand, si t'avais un enfant de 6 ou 7 ans, peut-être que l'enfant de 6 ou 7 ans négocierait ces compétences dont tu parlais tout à l'heure, de la négociation, de dire, regarde, là j'ai l'impression que tu m'embêtes parce que peut-être, est-ce que tu veux jouer avec moi ? Et ça, plus grand, ils vont le faire. Et là, l'enfant de 4 ans, il n'est pas en mesure de dire ça. Donc, qu'est-ce qui se joue dans les premières secondes où l'adulte n'est pas là et voit pas ? Peut-être qu'il y a eu cette tentative de négociation du petit, j'en sais rien. Et puis il y a aussi cette volonté à 2 ans ils aiment bien construire, déconstruire. Il y a peut-être aussi juste la pulsion d'avoir envie de casser, pas méchamment, mais d'avoir envie de détruire. Donc en fait il y a 2 axes là. Il y a le travail à faire avec le plus petit en lui expliquant quand son grand frère il est en train de faire des jeux, c'est important de respecter et que s'il a envie de jouer avec lui, il faut qu'il lui demande. Et le plus grand, peut-être de lui dire quand il y a ton petit frère qui vient dans la chambre, propose-lui de jouer avec toi. Et si t'as vraiment pas envie, appelle papa et maman avant, quand tu sens qu'il vient et qu'il va t'embêter, appelle l'adulte avant qu'il y ait un conflit. En fait, tu vois, il y a vraiment ce truc où ils sont ni l'un ni l'autre en mesure de maîtriser leurs émotions. Et donc, dès qu'il y a la moindre anicroche entre les deux, ça flambe. Tu peux pas les laisser tous les deux gérer ça. Et donc, c'est un peu Dumb et Dumber, quoi. Ils sont petits encore. Mais je veux dire, un enfant de 2 ans, il joue pas comme un enfant de 4 ans, donc forcément, ils n'ont pas encore les mêmes jeux. Mais il y a peut-être des temps communs. L'adulte peut rester un petit peu, essayer de les faire jouer ensemble. En toute honnêteté, à cet âge-là, ça dure jamais très longtemps parce que à 4 ans, il va peut-être être en train d'imaginer des images, des histoires avec ses personnages, et que le petit de 2 ans, il va être plus dans peut-être l'envie de déconstruire ou d'aller expérimenter, de remplir, de vider. Ils sont pas forcément dans les mêmes jeux. Tu vois, donc il y a cette notion de vous pouvez jouer peut-être à 2 jeux l'un à côté de l'autre sans vous disputer. Donc ça, c'est à vous d'aller trouver les trucs. Après, c'est important aussi de lui dire, s'il tape ou s'il griffe, de dire non, c'est interdit de faire ça, t'as pas le droit de faire ça. Donc là, tu sors de la chambre, tu laisses jouer ton frère tranquille, parce que on avait conclu que tu pouvais rester dans la chambre, peut-être jouer à un autre jeu à côté de lui ou jouer avec lui. Mais si tu l'empêches de jouer et que tu détruis ce qu'il est en train de faire, et qu'en plus tu tapes ou tu mords ou tu viens comme ça, même de manière spontanée dans la chambre parce que j'ai envie d'embêter mon frère et que je vais lui taper, ça c'est pas acceptable, c'est pas permis. Donc tu restes toi dans ta chambre à toi, tu vas jouer avec tes jouets. Et dans ce cas-là, Elodie, que penses-tu de la punition en le mettant au coin ? Alors, ou sur une chaise dans un coin. Alors je suis pas pour le coin. Après, time out, Elodie. Ouais, je suis pas forcément pour ça, mais tu peux lui faire un coin. Sans parler du coin contre un mur, parce que là c'est une chaise quoi. Tu peux lui dans la cave. Non. Dans la cave, ouais, voilà. Après ça peut être un temps calme. Tu vois, ça peut être un petit lieu dans sa chambre avec une petite chaise, son petit doudou, des petits objets qu'il aime bien, puis lui dire là tu vas dans ton petit coin calme, tu vas te ressourcer un peu parce que on a essayé. Comment ? C'est un lieu calme. C'est pas mal parce qu'ils ont ça au kindergarten. Bah oui, puis ça permet de quand même de dire ok, là c'est plus permis, le grand il a rien fait, il est tranquille dans sa chambre, et donc du coup là ça l'embête trop et t'es pas en mesure de jouer avec lui. On a essayé plein de choses. Tu vas dans ton petit lieu calme et puis tu peux jouer toi ou prendre ton doudou, ta tétine des fois quand il est débordé par ses émotions, parce qu'en fait le coin de mur, Florian, le coin de mur, il va pas y voir grand chose quand même, tu vois pas, mets-toi dans un coin de mur, je suis pas sûre que tu vois grand chose. Mais si je fais une jolie peinture, alors là ça change sur tout. mon coin de mur, là si tu fais des beaux dessins va faire des beaux dessins sur ton coin de mur. Écoute Florian, je te mets au défi, essaie de créer ce petit lieu même avec lui, de lui dire tu sais, quand tu vas dans la chambre de ton frère, puis qu'on essaie de t'expliquer, puis que ton frère il a essayé de négocier, puis que ceci, puis que cela, puis qu'au bout d'un moment ça marche pas et que t'es pas content et que la tension monte trop, tu sais ce qu'on va faire dans ta chambre, on va faire un petit lieu, tu vas mettre une petite couverture par terre avec quelques petits jouets, peut-être potentiellement ta tétine, ton doudou si t'en as un, je sais pas. Et ce lieu-là, ce sera plus le coin de mur, ce sera beaucoup plus agréable. Ce sera ce petit lieu-là où tu iras te ressourcer. Et ça aura pas la même. Pour autant, tu l'isoleras quand même. Tu auras quand même ce temps où il va se ressourcer et il ne va plus être dans sa tempête émotionnelle. Tu vas le séparer quand même de son frère.
essaye, tu verras si ça marche. Parce que oui, tu vas obtenir un enfant qui va peut-être se conformer à ce coin de mur. T'en penses quoi, toi, Romain, de ça? Mais toi, moi, je suis en train de me mettre en situation et de me dire, faut arriver à dire à ton enfant d'aller se mettre dans cet espace-là réservé pour lui quand il a une tempête émotionnelle, alors qu'il est en train d'hurler, peut-être en train de taper, en train de, tu vois, de faire des roulades au sol et tout Romain. Et donc toi, c'est plus facile d'aller mettre dans cet endroit calme que dans un coin de mur, parce que ton enfant, il va rester dans le coin de mur. Non, mais sans parler du coin, mais c'est la alors, mise en situation, en fait, quoi, c'est hyper complet. Nous, c'est on le met on l'assoit sur une chaise ou on l'assoit pour qu'il descende un peu. Sur la chaise? Pas forcément, c'est un peu compliqué, mais des fois oui. Fait, bah oui, mais pourquoi est-ce qu'il resterait sur la chaise et pas dans ce coin non, mais je sais bien, calme ou Snowzellen ou j'en sais rien, un truc de ressourçage? Non, ce que je veux juste dire, c'est que quand tu es dans la situation, c'est difficile. C'est hyper dur. Non, mais après, il me demandait des conseils sur quoi faire. D'alternance entre guillemets à ce coin bien sûr, du mur. Moi je pense que ça peut être une alternance, mais écoute, ça peut être aussi, tu vois, j'en sais rien, je dis n'importe quoi, mais tu sais ce que c'est que le Snowzellen? C'est un truc japonais, non? Non, bah tu regarderas. Mais cette pièce avec des lumières, un peu zen, musiques, c'est des trucs un peu posés. Des trucs qui puissent tenir. Après, honnêtement, c'est de la théorie, parce qu'en réalité, quand il y a vraiment une tempête émotionnelle, il y a des fois où toi, tu vas être en mesure de dire, bah non, ça c'est pas acceptable. Ça dépend de la raison de la tempête émotionnelle. S'il est triste, qu'il est en colère, parce qu'il a une frustration, tu peux aussi lui proposer tes bras et ton affection. Enfin, je veux dire, moi, quand je suis hyper triste ou que je suis en colère, moi, j'ai plutôt envie qu'on me rassure, qu'on m'écoute et qu'on me prenne dans les bras plutôt qu'on aille m'isoler tout seul dans un coin. Ça dépend de la raison. Oh là 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 là. Alors, bière, foot et barbecue pour clôturer ce podcast. J'ai pas compris ta position sur le time-out, Elodie. Tu n'as pas compris ma position sur le time-out? Bah, je suis plutôt contre. Ou alors, en tout cas, je suis contre avant un certain âge. Je suis contre, évidemment, à l'âge d'1 an, comme certaines psychologues le recommandent. Ultra contre, un enfant d'1 an est incapable de se ressourcer tout seul. Après, pour un enfant qui est plus grand, dans un coin, dans sa chambre, où c'est pas un lieu de punition, où, voilà, ça dépend des conditions. Puis ça peut être dans une pièce qui est autre que sa chambre, où il aime bien aller. Enfin, en fait, faut pas voir ça comme un temps d'exclusion. Moi, je verrais plutôt comme un temps où on peut se ressourcer. Et tu vois, ça change la donne. Après, ça dépend de ce qui est fait. Évidemment que je sais pas si on peut parler de règles, limites, enfin le vocabulaire, la sémiologie peut être importante, mais mais je pense que c'est important aussi aux enfants de signifier que c'est interdit de taper, que c'est pas bien. Mais voilà, commençons par être leur modèle. Commençons par ne pas hurler et ne pas taper. En tout cas, essayer de le faire, essayer de moins le faire possible, parce qu'en fait, si tu hurles, des injonctions chez parents si tu hurles, non mais là tu t'en vais. Mais non, mais c'est pas des injonctions. Je dis essayons. J'ai pas dit, tu vois, je dis si. Je me dis des fois, mais je me l'applique à moi-même. Je suis loin d'être parfaite et moi aussi, évidemment, ça m'arrive de pas faire ce que j'aimerais faire en théorie. Mais quand je crie, je me dis ouais, est-ce que j'ai réussi quoi? Bah non. Ouais. Bah non, j'ai pas réussi. Moi, ça me coûte de l'énergie. Non, j'ai pas réussi. Puis je montre quoi qu'en hurlant, j'obtiens ce que je veux. Enfin non, moi perso, ça me va pas forcément. Donc mais il y a des fois où j'arrive pas à faire autrement. Tu vois, c'est pas une question d'injonction. C'est en fait ta propre vérité est pas la mienne. Et puis tes enfants sont pas les miens. Donc non, il n'y a pas d'injonction. Après, tu me demandes un positionnement, là, je te le donne. Moi, je suis pas pour le time out. En tout cas, pas dans les conditions où tu m'en parles, toi, et où tu veux m'amener. Après, le time out, il doit être revu en fonction de l'âge. Après, un enfant de 4 ans qui joue dans la salle, qui retourne le canapé, il peut aller jouer dans sa chambre tranquillement. J'appelle pas ça forcément time out, tu vois. Et tu peux l'isoler pour lui dire, bon, maintenant, stop. Là, ça suffit, tu vas jouer dans ta chambre, c'est pas possible ici. Ce que je voudrais dire, c'est que non, il n'y a pas d'injonction, surtout pas. Chacun fait comme il peut. Après, il y a des choses, je pense, qu'on a encore beaucoup à apprendre, nous tous. Sur les enfants, ils ont des tas de choses à nous apprendre et je pense qu'on va... Enfin voilà, que les choses vont évoluer. Vous verrez dans 10 ans, notre conversation, elle sera carrément désuète et has-been parce qu'on n'aura plus le même comportement avec les enfants, c'est tout. Bien sûr. Ça, on sera revenu à la fessée. Ouais. Une bonne tarte dans la tronche. Regarde avec son capitaine. Ça devrait. J'espère qu'on ira dans le bon sens et le bon sens, c'est évidemment pas la fessée.
Évidemment. Je m'en fais pas. Merci en tout cas Vincent, Jérémy et Florian d'avoir participé à cet épisode un peu presque, j'ai envie de dire décousu mais assez cool de Parents pas parfaits. Votre podcast s'appelle Papa Poule avec un S à la fin parce que vous êtes plusieurs évidemment, vous êtes 3. Ça déconne pas mal dans votre podcast. Il y a un épisode avec Elodie d'ailleurs et puis nous on nous retrouvera sur toutes les plateformes de podcast. Hein, ça va de soi, on mettra les liens évidemment de vos différents épisodes et de votre podcast et de tout ce que vous faites. Merci à tous les trois en tout cas de vous êtes prêtés au jeu. L'idée c'était de discuter, d'échanger autour de la paternité parce que pour le coup là c'était vraiment 3 papas. Messieurs, merci beaucoup d'avoir participé à Parents pas parfaits. Portez-vous bien, prenez soin de vous et aimez vos enfants. Merci. Allez l'OM bien sûr. Et allez l'OM évidemment. Et allez le DFCO.